Alors, bonsoir à tous et à toutes, ou bien à toutes et à tous d'abord. Aujourd'hui, nous allons un peu parler donc de solutions sur les semelles filantes qui sont sous poteau. J'avais posté ça sur LinkedIn. Donc aujourd'hui, on va voir comment modéliser ça et appréhender les résultats des moments internes, les résultats, les moments, les diagrammes, les appréhender et voir comment faire le ferraillage. Comment faire le ferraillage sur robot structural. OK. Là, au début, j'avais commencé à faire le calcul à la main. J'avais commencé à faire le calcul à la main. Ça m'a donné des résultats que j'ai voulu ensuite corréler avec avec des résultats de robots structurels que j'ai voulu comparer. Alors, aujourd'hui, donc, ça fait l'occasion de partager avec vous ce que j'ai obtenu. Donc, tout d'abord, on avait l'habitude de calculer les semelles filantes à l'aide de poutres, ou de barres dans un robot structural. Sauf que, je vais évoquer les problèmes d'abord, sauf qu'avec les barres, les poutres, les moments transversaux, les flexions transversales ne se prenaient pas en compte. Après, je vais m'expliquer d'abord. Alors, tout d'abord, parlons du calcul des sections, c'est-à-dire du prédimensionnement de la semelle filante. Supposons nous avons notre bâtiment, nous avons donc des poteaux, et nous avons choisi de mettre, au lieu de mettre des semelles isolées sur chaque poteau, on se dit maintenant, on a de grandes semelles et donc on a choisi de mettre une seule semelle, une semelle filante. OK? On a choisi de mettre une semelle filante sous les poteaux. Après, on va avoir un exemple. OK. Tout d'abord, dans quel cas faudrait mettre une semelle filante? Si on décide de mettre donc une semelle filante, on va parler de fondation rigide. C'est-à-dire, on va supposer que l'encastrement, se situe à la base, regardez, des poteaux. Cela veut dire que les moments donc induits par ces charges qui arrivent sur les poteaux ne seront pas transmis à la fondation. Donc, notre but est de déterminer une fondation rigide. Les moments d'encastrement, donc sur les poteaux sont encastrés et donc les moments d'encastrement ne sont pas transmis dans la fondation. Seuls les efforts là, les charges donc, qui arrivent sur les poteaux passent dans la fondation. Ensuite, l'autre hypothèse est que nous allons considérer que la fondation est rigide si nous avons une profondeur de fond de fouille qui est inférieure ou égale à 1,20 m. Donc, ça, ce sont donc les hypothèses qui vont nous permettre de parler de fondation rigide. Alors, de semelles filantes sous des poteaux. Alors, si nous avons notre bâtiment, si nous avons choisi alors de tracer une semelle filante sous les poteaux, il faudra ensuite, d'abord faire le prédimensionnement de cette semelle filante. Alors, c'est pas difficile. Nous avons modélisé notre charge, nous avons la descente des charges, nous avons les charges à l'ELS, ensuite les combinaisons des charges à l'ELS et à l'ELU. La première des choses, c'est de calculer la longueur, de la semelle. La longueur de la semelle n'est pas seulement donc une longueur qu'on va prendre entre le premier poteau et le dernier poteau. Il nous faudra calculer la longueur. Alors, cette longueur se calcule par les moments statiques, donc par la méthode donc des moments statiques d'abord. On va parler des préalables.
Nous avons ici notre semelle filante. Nous avons ici, par exemple, nos poteaux. Et sur chaque poteau, alors, il y a une charge. Charge donc une combinaison de charges qui arrive alors sur le poteau. N1, N2, N3, N4. Nous avons donc ces charges, nous les avons obtenues par la descente des charges, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra calculer la longueur de la semelle d'abord. Là, on est sur le prédimensionnement. On est sur le prédimensionnement. Alors, on se dit, alors, qu'est-ce qu'il faudra pour avoir donc un équilibre, une stabilité vis-à-vis donc de la réaction du sol, nous allons calculer la longueur, L, de telle sorte que la résultante R de la réaction du sol, ok, va coïncider ok. Nous allons calculer la longueur L de telle sorte que donc, le centre de la résultante de la réaction du sol coïncide avec le centre de gravité de la semelle. Pour ce faire, donc, pour les moments statiques, on a X. X, donc, la position du centre de gravité par rapport à un repère. On peut prendre comme repère ici, donc repère 0, X, petit x, je veux dire, et petit y. Donc, on a la position du centre de gravité par rapport à l'origine. Et donc, avec les moments statiques, on peut dire que x, donc je vais l'appeler xg. OK. On va calculer x de telle sorte que, voilà, on aura la somme des NI, c'est-à-dire les charges combinées qui arrivent sur les poteaux, OK, fois xi. XI, les XI, ce sont les positions alors de ces charges. Il y a ici X1, je peux dire. Ensuite, on a X2, les positions par rapport à l'origine. Ensuite, on a X3 et ensuite, on a X4. Donc, somme des NI, XI que l'on divise par la réaction, la réaction R. La réaction R, c'est somme des NI. Donc, l'équilibre des forces dit que la réaction R est égale à la somme de ces 4 charges-là, par exemple. Donc, une fois trouvé, nous avons la position du centre de gravité de la fondation qui va coïncider avec la position de la résultante R. Et une fois que nous avons donc cette position, on peut déterminer la longueur donc de la fondation. Alors, L, n'est rien d'autre que 2 fois xg. Donc, L est égal à 2 fois xg. Voici donc comment on calcule la longueur de la semelle filante. Donc, ça, c'est la première des choses à faire. Ensuite, nous sommes toujours, on peut pas calculer le ferraillage d'une semelle sans au préalable faire le prédimensionnement. Sans faire le prédimensionnement. Une fois donc la longueur trouvée, qu'est-ce qu'il faut? Alors, il faudra trouver la largeur B. On est toujours sur le prédimensionnement. Il faut trouver la largeur B. La largeur B. Maintenant, comment calculer la largeur? C'est très simple. Ceux qui ont l'habitude de calculer les semelles de façon manuelle ont l'habitude de trouver la largeur B du sol. La largeur B de la fondation, autant pour moi. Je vais enregistrer cette feuille. On va passer à une autre. Voilà. Donc, nous avons
on a fait une coupe maintenant sur la fondation. Je peux dire que j'ai là une coupe transversale sur ma fondation. Et là, une fois trouvé B, une fois trouvé L, donc on peut chercher la largeur de la semelle filante. Là, on va parler de prédimensionnement et on va passer maintenant au calcul directement et à la modélisation sur robot structural pour voir maintenant les solutions de ferraillage de la semelle. Donc, on se dit B, nous avons la réaction du sol, la condition que tout le monde connaît, donc on sait que la contrainte qui arrive alors, donc, il y a aussi la réaction du sol. Donc, les conditions disent que sigma sol, donc la contrainte du sol, doit être supérieure ou égale à quoi? À la réaction. La réaction, c'est aussi la somme des NI. Donc, somme des NI que l'on divise par quoi? Par la surface. Donc, contrainte, c'est force par unité de surface. Donc, ici, on peut dire la surface de la semelle, c'est B fois L, on sait, je crois. Donc, la surface donc, en dessous de la semelle, la surface de contact avec le sol, c'est B fois L. C'est B fois L. Alors, au début, quand on fait le prédimensionnement, on a dit prédimensionnement, on ne connaît pas encore le poids, on ne connaît pas toutes les dimensions de la semelle, on ne connaît pas le poids alors de la semelle. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons majorer de 10%. Nous pouvons majorer de 10%, donc ces charges pour prendre en compte le poids propre de la fondation. Donc, 10%, donc c'est 1,1. 1,1 fois la somme des forces qu'on divise par B fois L. Et là, on peut sortir la largeur B de la fondation. Donc, B qui sera supérieur ou égal là, c'est tous 1,1. C'est la majoration des charges pour prendre en compte le poids propre de la fondation. 1,1 fois R divisé par sigma sol fois la longueur. Vous voyez qu'on avait déjà calculé la longueur de la semelle. Et donc, voici une petite idée de comment faire le prédimensionnement. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il nous reste la hauteur. De la semelle filante de fondation. Alors, au début, j'avais dit qu'on allait considérer notre fondation comme fondation rigide. Pourquoi? Les moments ne sont pas bien sûr transmis à la base de la fondation, à la fondation, mais à la base des poteaux. Et donc, à la base des poteaux, donc, il y a de très forts moments. Il y a des moments très forts ici. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons réduire ces moments en rigidifiant la semelle. Comment rigidifier la semelle? C'est en ajoutant une poutre de rigidité sur la semelle. Donc, ici, je vois, nous avons des hauteurs comme section transversale. Nous avons la hauteur proprement dite de la semelle HS. Ensuite, on va ajouter une hauteur, on va ajouter une poutre au niveau de la semelle que l'on appelle poutre de rigidité qui va absorber ces moments qui sont donc, à la base des poteaux. Donc, le prédimensionnement nous dit que voilà, la hauteur de rigidité de la semelle qui est la poutre de rigidité, donc c'est compris entre L max sur 9 et L max sur 6. Je m'explique. Nous avons ici notre semelle, par exemple. Le L max, c'est la longueur la plus grande entre les poteaux. Donc, on peut prendre ici la longueur entre axes. On peut prendre la longueur entre axes. Je vais redessiner ça. Donc, nous avons notre semelle comme ça. Nous avons un poteau. Et nous avons un poteau ici, par exemple. Et là, nous avons ici la longueur
la longueur, une longueur et ici une longueur entre axes. Et là, cette longueur-là, cette longueur est L max. Donc, nous allons ajouter une poutre de rigidité de hauteur comprise entre L max sur 9 et L max sur 6 qui nous donne la hauteur voilà, de rigidité de la poutre de rigidité, quoi. On maintient cette poutre de rigidité va nous permettre de réduire les grands moments sur la semelle. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la hauteur de la semelle proprement dite. OK? On sait que par la méthode des bielles, quand on a l'habitude de calculer à la main, la méthode des bielles, B moins B0 sur 4 plus 5 cm, ça c'est la méthode des bielles, va nous permettre de calculer la hauteur HS de la semelle. Alors, ici, HS, c'est la hauteur de la semelle. Donc, B, on voit qu'on a déjà calculé B, moins B0. B0, c'est quoi? C'est la largeur de la poutre de rigidité. La largeur de la poutre de rigidité, donc divisé par 4 plus 5 cm. 5 cm, c'est l'enrobage en bas de la semelle, comme ça. Donc, les 5 cm, c'est ici. OK? Plus ça. Donc, c'est ça la hauteur maintenant de la semelle. La hauteur de la semelle. Donc, voici donc. Alors, la semelle filante, c'est égal à la semelle proprement dite plus une poutre de rigidité. Donc, qui va absorber les moments qui sont à la base des poteaux. Et le calcul manuel, ensuite vient les moments internes. Ces moments, ce ne sont pas les moments donc externes qui sont à la base des poteaux, mais ce sont les moments internes maintenant. Si on fait par la méthode des coupures dans la semelle filante, et à peu près on a cette réponse. Si on fait une coupure, 2 coupures, 3 coupures par la méthode des coupures, 4 et 5 coupures, on obtient à peu près une réponse comme ça, donc qui nous permet de comprendre l'aspect, de comprendre comment travaille la semelle, les moments. Donc, on voit qu'ici, c'est maximal au niveau des travées et un peu minimal au niveau des appuis des poteaux. C'est ça maintenant que j'ai voulu encore éclairer en cherchant une solution sur robot structural. Et donc, pour pouvoir faire mon ferraillage, parce que le ferraillage à la main donc, de la semelle filante, c'est onéreux, c'est long. C'est long parce qu'il faudra calculer le moment sur chaque travée pour avoir donc le ferraillage sur chaque travée, parce que les ferraillages, pour avoir donc un ferraillage économique, il ne s'agit pas de prendre le plus grand moment sur une travée et de calculer ce ferraillage à partir de ce moment et de mettre le même ferraillage partout. Supposons si on a une longueur importante de semelle, on peut pas, ce ne sera pas économique. Ça ne sera pas économique. Alors, je vais revenir à la salle. Est-ce que, bon, vous avez bien, vous arrivez à m'entendre? Est-ce que vous pouvez envoyer un message? Est-ce que je ne suis pas en train de parler dans le vide comme ça pour rien? OK, c'est clair. Je suis là. Voilà. C'est bien. OK, vous entendez, c'est bien. C'est bien de vérifier de temps en temps. Voilà. OK, nous allons prendre par exemple un exemple de semelle. Supposons nous avons modélisé notre bâtiment et sous 4 poteaux par exemple, nous avons choisi de mettre une semelle filante. Maintenant, la semelle filante est posée sur le sol. Voilà, supposons nous avons maintenant notre semelle comme ça. OK. Là, c'est une vue en plan.
Et nous avons, supposons, nous avons comme longueur, on peut dire, on a calculé, on a trouvé 12,5. Et comme largeur, on a trouvé 1,75 par exemple. OK? Ça, c'est une vue en plan. La poutre de rigidité est comme ça à l'intérieur de la semelle. Et nous avons ici un poteau, un autre poteau ici, un poteau là et un poteau là, comme ça. Donc, nous avons 4 charges qui arrivent sur la semelle. Je vais représenter ça d'une autre façon. Donc, sur une vue en coupe, comme ça. Une vue en coupe, OK. Nous avons notre... OK. Une vue en coupe. OK, je vais mettre le poteau comme ça. Un poteau comme ça. Un poteau comme ça. Et un poteau comme ça. Supposons nous avons calculé notre hauteur de la semelle. Alors, notre hauteur de rigidité, notre hauteur de la semelle se limite ici à peut-être, on a calculé et on a trouvé 40 cm comme HS. Hauteur, donc, de la semelle. Et notre hauteur de rigidité, on s'est dit, on a trouvé 70 cm le tout. Donc, la hauteur totale, c'est 70 cm comme HR. HS, c'est 40 cm. On voit. D'abord, je vais faire une petite précision sur la largeur B0. Ici, la largeur B0 de la poutre de rigidité. Ici, nous avons le poteau. Supposons notre poteau, c'est un poteau de 30. Alors, le B du poteau, pour avoir un coffrage, un bon coffrage là, pour faciliter la mise en œuvre, on peut faire un débord de part et d'autre de 5 à 10 cm qui sera maintenant la hauteur, qui sera donc la hauteur B0 de notre poutre de rigidité. De notre poutre de rigidité. Je pense que c'est beaucoup plus compréhensible comme ça. Si on décide de faire la largeur de notre poteau, la même largeur pour notre poutre de rigidité, ça va poser problème au niveau maintenant du coffrage. Au niveau du coffrage. Donc, on peut se dire qu'on va faire un débord de 5 cm ici et de 5 cm pour avoir B0. Donc, on suppose qu'on connaît déjà notre poteau. On a déjà dimensionné notre poteau. Et donc, c'est ça, ce débord, plus ce débord, c'est 5 cm de part et d'autre. Donc, largeur du poteau plus 10 cm comme poutre de rigidité. Donc, je vais ouvrir robot structural. J'ai ouvert... OK, c'est bon. J'ai ouvert robot structural ici. Si j'ouvre robot structural, je vais faire un nouveau projet ici, dessin bâtiment, si je veux. Conception d'un bâtiment. Donc, j'ouvre un nouveau projet à partir de la conception d'un bâtiment. Et supposons, j'ai ouvert un projet uniquement pour calculer ma semelle. D'autres peuvent faire la modélisation sur robot et directement calculer leur semelle là-bas. Moi, je n'ai pas encore modélisé de bâtiment. Je vais directement mettre la semelle, représenter la semelle et les charges qui arrivent sur la semelle. Ensuite, faire mes combinaisons pour ensuite calculer la semelle. Alors, ici, pour que c'est bien, OK, d'habitude, on calculait, on mettait une poutre. On représentait par une poutre. La semelle, c'est bon, ce n'est pas faux. Ça donne des résultats. Mais si on pousse loin, on verra que si on représente par une poutre la semelle filante, la poutre ne va pas calculer la flexion transversale. La flexion transversale, c'est-à-dire à travers maintenant la poutre. Il y a seulement une flexion comme ça. Il n'y a pas seulement une flexion comme ça. Il y a aussi une flexion donc transversale. Et donc, la poutre ne prend pas en compte ce calcul.
Donc, j'ai été curieux pour essayer de voir. Et je pense que c'est important que l'on sache cela. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va représenter seulement par une dalle. Alors, les premières démarches, pour ceux qui ne maîtrisent pas encore le robot structural, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais mettre quoi? Les grilles, mes axes qui vont permettre de dessiner ma semelle filante. Toujours quand j'ouvre, j'ai réglé mes unités et autres. Et ici, par exemple, je vais définir mes axes. OK. Je vais venir ici, je dessine encore. Donc, voici l'origine. Voici mon origine. Donc, je vais représenter mon premier axe. Bien, mon premier axe ici. J'ai un débord d'abord. Ensuite, j'ai mon premier axe là. Ça, ce n'est pas un axe. J'ai mon autre axe, c'est l'axe qui passe sur les poteaux. Ensuite, j'ai mon autre axe ici. Et ensuite, j'ai mon autre axe ici. Et ensuite, j'ai mon deuxième débord. Donc, suivant X. Suivant X. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Prenons un cas. Donc, suivant X, je peux répéter une fois. La première distance qui vient, c'est le débord. Donc, la première distance qui vient, c'est le premier débord comme ça. Disons que j'ai un débord de 0,45 avec un espacement de 0. Avec un espacement de 0,45. Là, je suis en train donc de montrer. L'objectif de ce webinaire, c'est de montrer donc une solution et pas donc de former en tant que tel sur le logiciel, mais de montrer maintenant comment faire, comment on est parvenu à avoir un tel résultat et peut-être de pouvoir en discuter. Donc, je peux ajouter une fois 0,45 le premier débord. Ensuite, qu'est-ce qui suit? Je peux dire que entre l'entre-axe entre ce poteau et ce poteau, je peux prendre comme cas, par exemple, 4 mètres 20. Alors, je vais répéter une fois 4 mètres 20. J'ajoute. L'autre poteau qui suit se situe à 2 mètres 10 du poteau précédent et je vais ajouter. Ensuite, le dernier poteau se situe à 4 mètres 40 de l'autre. Les axes, c'est les entre-axes. Ensuite, je vais ajouter. Et ensuite, il nous reste ce débord. Toujours dans mon exemple, je vais prendre 1,35 m par exemple. Si je veux 1,35 m comme l'autre débord, et j'ajoute. Je vois que la longueur, chez moi, quand j'avais calculé, prédimensionné, j'avais trouvé une longueur de 12,50 m. Alors, la totale, c'est 12,50 m. Alors, ça, c'est suivant la longueur. Alors, suivant la largeur, c'est toujours ici. C'est toujours ici mon origine. Et maintenant, suivant Y. Alors, j'ai quoi? J'ai un axe ici qui passe au milieu. Alors, 1,75 divisé par 2, j'aurai 0,875 une fois et 0,875 deux fois pour arriver maintenant à la fin. Alors, suivant Y, je vais passer ici. Suivant Y, donc je vais ajouter mon axe. Je vais ajouter 2 fois, je répète 2 fois 0,875 parce que ça succède donc et c'est similaire. Et je vais ajouter. Je vois que la totale c'est 1,75. Après cela, j'applique. Donc, voici ce qui me permet, les axes qui vont me permettre de tracer ma semelle filante. OK. Je vais vérifier si je suis à la base. La base, c'est reconnu comme fondation dans le robot structural, ici, à la base. Ensuite, je vais prendre ici ma fonction dalle. Moi, j'ai pris ma fonction dalle. Je vais créer ma semelle filante, la hauteur HS d'abord. Donc, ici, dans épaisseur, je peux entrer ici et créer dans la bibliothèque des épaisseurs des objets dalle. Je peux toujours créer une semelle filante. Je peux appeler semelle filante 40, par exemple. Sinon, semelle filante seulement, puisque les 40, c'était un prédimensionnement, ça peut changer. Je vais appeler ça SF semelle filante. Comme épaisseur, je peux commencer avec 40. Je peux commencer avec 40. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir ici, c'est que la semelle est posée sur le sol. La semelle est posée sur le sol.
Et quand c'est posé sur le sol, il y a la réaction du sol. Donc, comme quand on calcule les radiers, on prend compte le coefficient d'élasticité du sol. Ici, on va prendre le coefficient d'élasticité du sol. En créant la semelle filante, je vois ici que le paramètre d'élasticité du sol n'est pas activé. Je vais l'activer pour prendre en compte la réaction du sol. Ici, dans paramètres, toujours, je vais calculer Kz, qui est le coefficient d'élasticité du sol, donc la réponse du sol, parce que la fondation est supposée être posée sur un sol qui n'est pas rigide, mais qui est élastique quand même, qui est élastique. Donc, je calcule Kz. Et donc, Kz, comment je peux l'avoir? Kz n'est rien d'autre qui est égal à 40 fois un facteur de sécurité Fs, facteur de sécurité, fois maintenant QLS ou QLU, quoi. Donc, le facteur de sécurité est pris égal à 3 CQ égale à Q, c'est la contrainte du sol donnée par les études géotechniques. Si Q égale à QLS, si on donne maintenant QLS, le facteur de sécurité est égal à 2, c'est égal à 2. Si maintenant on nous a donné Q comme quoi que Q égale à QLU. Si on donne maintenant la contrainte admissible du sol à l'ELU. Et donc, supposons on ne donne rien, on peut se dire que la contrainte admissible, la contrainte maintenant à l'ELS, on peut prendre 1,5 bar. On peut prendre, on va prendre donc un exemple, 1,5 bar comme QLS. Et donc, on verra que Kz, c'est égal à 40. Donc, comme on a dit QLS, on va prendre 3 fois. Maintenant, on va calculer avec 150 kN comme ça, pour avoir donc les choses en kilonewton, et où chacun est libre de calculer par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire, avec les unités qu'il a l'habitude de faire. Et je vais prendre 40 fois 3 fois 150, ce qui me donne 18 000. Ce qui me donne 18 000. Et ici, je vois que je vais activer le paramètre de l'élasticité ici. Donc, moi, je vais avoir en kilonewton 18 000 kilonewtons par mètre cube. Donc, ça, c'est le coefficient d'élasticité du sol. Pour ceux qui n'ont pas le kilonewton et autres, ils vont utiliser maintenant, comment dirais-je, leur unité. Et je vais ajouter. Dès que j'ajoute maintenant, j'ai le nom, j'ai l'épaisseur. Je vais ajouter sur la bibliothèque. J'ai ajouté, ensuite je vais fermer. Dès que je ferme, ici sur épaisseur, je vais voir que j'ai ce que j'ai ajouté ici, SF semelle filante. Semelle filante. Et le modèle de calcul, on va toujours prendre coque. Et pour le modèle de calcul, on va prendre coque. On va prendre coque. Et on va maintenant tracer le contour de notre semelle filante. Voilà. Nous avons notre semelle filante maintenant. Comme ça. Donc, on a tracé avec le prédimensionnement notre semelle filante. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il nous faut poser les poteaux sur leur place. Okay? Nous n'allons pas utiliser de poteaux, mais nous pouvons utiliser un nœud. Parce que le nœud, c'est l'essentiel. Le nœud, donc, c'est ce qui transmet la charge. Okay? Donc, au lieu de mettre un poteau, je peux toujours aller dans structure et ici, je vais voir nœud. Le nœud donc joue la fonction donc de transmission, de transmetteur de la charge. Et je vais seulement cliquer une seule fois. J'ai ajouté là-bas un nœud. Je peux décider de faire apparaître son numéro 1. Ensuite, sur l'autre emplacement de l'autre poteau, 2 nœuds, 3 nœuds et 4 nœuds.
Ces nœuds vont seulement servir de transmettre les charges sur la semelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut? On a mis nos nœuds qui représentent les poteaux. Il faut charger maintenant. Il faut créer les cas de charge. Ensuite, faire le chargement. Toujours dans le chargement, je vais voir cas de charge et je vais vers cas de charge et je vais ajouter. Tout d'abord, on peut ajouter le poids propre de la fondation qui sera calculé automatiquement. Donc, je peux comme préfixe dire PP. Et ici, je laisse sous nature poids propre. Et le poids propre, c'est une charge permanente. Et ici, comme nom, je peux écrire poids propre. Et je vais ajouter. Automatiquement, le poids propre sera pris en compte. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut drager les poids permanents qui arrivent aussi sur le poteau. Donc, je vais dire G. Cette fois-ci, au lieu de poids propre, je vais mettre ici dans le vide toujours. OK? Et là, qu'est-ce que je vais écrire? Je peux écrire permanent. Je peux écrire permanent et je vais ajouter. On est en train de créer les cas de charge. Ensuite, on va charger. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut quand même les charges d'exploitation aussi qui arrivent sur la semelle. Et comme nature, cette fois-ci, je vais faire exploitation. Et comme nom, je peux toujours écrire exploitation. Et je vais ajouter. Donc, ces trois cas de charge suffisent. On peut les utiliser pour faire maintenant le chargement. Donc, je vais fermer. Donc, sur le premier poteau, on va se dire que on a une charge. On a une charge G et Q. On a ça. On a premier poteau, deuxième poteau, troisième poteau et quatrième poteau. OK? Ici, on se dit que G égale à 350 kN. OK? Et là aussi, Q égale à 150 kN, par exemple. 150 kN, G, c'est la charge totale permanente qui arrive sur le poteau. Ensuite, Q, 150, c'est la charge d'exploitation totale, après descendre des charges qui arrivent sur le poteau. Si on va mettre des charges directement sur les poteaux, toujours je vais faire, après, donc je vais faire chargement et définir charge. Si je fais ça, on avait mis des nœuds, alors on ne va pas charger des barres ni des surfaces. On reste sur nœud ici et on va charger un nœud, force nodale. Donc, force nodale. Et ici, donc, la charge, donc, c'est suivant Z. Z, c'est la hauteur. Et puisque c'est vers le bas, donc, c'est une valeur négative, toujours, pour les amoureux de robots structurales. OK. Tout d'abord, il faut toujours vérifier où on est. Ici, les cas de charge qu'on a créés, on peut aller dans permanent, ce qui veut dire que nous allons mettre les charges G. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre sur mon premier poteau, je vais faire moins 350. Donc, c'est vers le bas. J'ajoute. Ensuite, je viens seulement cliquer sur le nœud pour lui attribuer la charge. Toujours, je peux afficher les charges sur les nœuds ici, sur les chiffres, description des valeurs. Là, 1, 2, 3, je peux afficher les charges. Toujours, on est en G. L'autre charge aussi, c'est G, c'est égal à 350. Je peux cliquer directement sur le nœud et j'ai moins 350. Ensuite, l'autre poteau aussi, c'est moins 350. Comme G, je mets moins 350. Moi, là, je suis en kilonewton. Maintenant, l'autre poteau, c'est plus chargé, c'est moins 500. Donc, je vais revenir ici sur les nœuds force nodale et je vais changer moins 500. Je vais ajouter et je clique directement sur donc, le quatrième poteau et j'ai moins 500. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Mettre les charges d'exploitation. Toujours, je fais attention, je reviens ici. Je fais attention, je reviens ici et je me mets sur exploitation pour mettre maintenant les charges d'exploitation. Je vais dire encore toujours nœud, force nodale. Force nodale et la première charge d'exploitation sur le premier poteau, c'est moins 150.
Là, on est à titre d'exemple. On va ajouter et on va ajouter ici. On voit que c'est moins 150. L'autre charge sur l'autre poteau exploitation, c'est 140. Je vais faire 140 ici. J'ajoute et toujours, je vais cliquer ici. Ensuite, la troisième charge, c'est moins 155. Je change la valeur de Z, moins 155. J'ajoute et je vais mettre ici. Et l'autre, c'est moins 157. C'est pas grave, je vais seulement faire moins 155 ici. Donc, on a bel et bien, je fais ça parce que je n'ai pas le bâtiment. Je ne vais pas modéliser le bâtiment et autres. Donc, j'ai reporté ça sur un autre interface, un nouveau module de modélisation et j'ai séparé. OK? Qu'est-ce qu'il faut? Il faudra ensuite combiner les charges. Donc, ce qu'on a fait, on a créé notre semelle. On a mis les cas de chargement. Ensuite, on a chargé. Ensuite, il faudra combiner les charges. Toujours, je vais faire chargement. Je vois que c'est même, regardez, on va cas de charge, ensuite définir charge, ensuite il faut combiner. Je vais faire combinaison manuelle. On va travailler avec le LU et le LES. Simplement, on va créer une combinaison à l'ELU, 1 point, comme nom 1.35G plus 1.5Q. Et là, je vais faire OK. Pour ceux qui aiment combiner, je vais balancer donc ces candidats ici pour créer la combinaison. Je peux les balancer tous, ces cas de charge-là. Poids propre, charge permanente, exploitation. Je les balance tous ici. Et je vois que les coefficients sont exacts. Pour le poids propre, c'est G aussi. Le permanent, c'est G, sont combinés avec coefficient 1,35. Et pour les charges d'exploitation, on verra que c'est 1,50. Quand je fais ça, je vais appliquer. Je vais appliquer. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Je vais calculer à l'ELU. Je vais combiner à l'ELU. Il faudra faire nouvelle. Je suis en train d'enregistrer la vidéo, ne vous inquiétez pas. Type de combinaison, je vais faire ELS. Je vais faire ELS. Et ELS, je vais dire G plus Q. Si on sait. Je fais OK. Qu'est-ce qu'il faut? Je continue la combinaison. Je les balance tous ici. Cette fois-ci, la combinaison ELU, je vais la sélectionner et la faire sortir. Parce que cette combinaison ne fait plus partie de ces cas de charge qui seront combinés à l'ELS. Et donc, je vois que les coefficients, c'est partout 1, 1, 1. Les combinaisons à l'ELS sont faites. La combinaison est faite, autant pour moi. Et je vais appliquer ici pour créer ma combinaison. Et je ferme. Ici, je vois que maintenant, mes combinaisons sont créées. ELU est là, ELS est là. Alors, la différence, c'est quoi alors? La combinaison à l'ELU. La combinaison à l'ELU, c'est ce qui nous permet de calculer le ferraillage. Hein. Et le LES, donc, c'était pour le prédimensionnement de la semelle. Okay? En fissuration préjudiciable minimum. Préjudiciable ou très préjudiciable. Je n'ai pas toujours calculé ma semelle. Sur robot, avant de faire le ferrage, il faudra calculer donc l'ensemble. Puisqu'on a représenté avec une dalle pleine, toujours on sait que les adeptes de robots, qu'il faut toujours faire le maillage. Le maillage donc des dalles pleines. Le maillage, c'est quoi? Donc, ça permet le calcul par élément fini, donc des coques pour mieux transmettre les charges. Donc, toujours, on connaît cet outil, option de génération de maillage. Je vais mailler directement. Je vais toujours sélectionner, il faut sélectionner les dalles pleines. Le maillage concerne les dalles pleines, les coques. Et je vais faire option de maillage. Donc, je peux toujours utiliser Delaunay. Ensuite, paramètres, je peux faire le raffinement. Je fais OK. Et je vais générer le modèle de calcul. Vous allez voir un changement. Vous allez voir des mailles ici qui vont permettre la transmission beaucoup plus facile des charges. Donc, dans la dalle. Donc l'outil, dans cet outil coque. OK, je vais fermer ici. On voit que maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Les résultats méthode élément fini sont absents parce qu'on n'a pas calculé le bâtiment.
On a tout fait, on a modélisé, on a chargé, on a combiné. Il faudra ensuite calculer les bâtiments, toujours comme quand on fait avec la modélisation des bâtiments. Je dis bâtiment parce que, bon, on suppose qu'on est dans le bâtiment, donc de la structure. Je vais utiliser donc cette calculatrice et je vais calculer. Je vais calculer. Comme message d'erreur, ça me dit pas d'appui, ce n'est pas grave parce que notre appui nous-mêmes, c'est la semelle. C'est seulement un avertissement. C'est bon. Et je vais voir en vert que le résultat, c'est bon. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous cherchons à trouver? Nous cherchons à trouver si cette méthode permet de faire apparaître les diagrammes tels que nous le voulons. Parce que nous connaissons maintenant le comportement de la semelle. À peu près comme ça. Diagramme DMF, diagramme moment fléchissant, diagramme à peu près. Effort tranchant, on sait que ça, c'est lissé. Donc, on aura un aspect comme ça. On sait que les moments sont max au niveau des travées et les efforts tranchants, je vais dire, sont max au niveau donc des appuis. Ça veut dire des poteaux. Quand je dis au niveau des appuis, ça ne veut pas dire au niveau pile de l'appui. Au niveau pile de l'appui, il n'y a pas d'effort tranchant. C'est nul. Je m'explique. Ici, au niveau pile de l'appui, là, il n'y a pas d'effort tranchant. L'effort tranchant est sur l'appui plus. Quand je dis position 1 ici, ça veut dire position 1 plus, position 1 moins. Donc, c'est là où on a donc les efforts tranchants qui sont max. Mais pas sur l'appui, parce que sur l'appui, il y a l'appui donc qui annule maintenant l'effort tranchant. Donc, les efforts tranchants sont souvent comme ça, ici. C'est pourquoi vous voyez cette réponse de part et d'autre de l'appui, cette réponse de part et d'autre de l'appui. Donc, c'est un lissage. On va maintenant voir ça ici de plus près sur notre modèle. Donc, une fois calculé, je vais mettre en vue 3D. Voici, je suppose, je n'ai pas fait activer l'épaisseur de la semelle, ce n'est pas grave. Mais Robot sait que pour le moment, cette épaisseur, c'est égal à 40 cm quand même. Donc, avant de faire le travail, toujours, je vais enregistrer. Donc, je vais enregistrer quelque part et je vais mettre semelle filante. Je vais mettre test. On est en train de faire, donc, de chercher un résultat et je vais enregistrer. Donc, une petite pause. J'aimerais encore vous entendre, ou écouter ou bien voir même votre message. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Parce que je me dis que on n'est pas là pour... n'est pas la poutre de rigidité. La poutre de rigidité intervient dans quel cas? Dans les fondations. Et voilà. J'avais dit que au moment où nous avons de très grandes charges, des charges qui arrivent, de très grandes charges qui arrivent, je vais prendre ça, de très grandes charges qui arrivent sur notre semelle, ça crée donc une déformation comme ça. Donc de très grandes charges, donc comme les moments nous l'indiquent, ça crée donc des déformations de la semelle, de la semelle, comme ça, de grandes déformations, ok? Et la semelle à elle seule, donc ne peut pas, s'il y a de très grandes charges, ne peut pas absorber ces moments en bas aux appuis, donc au niveau à rase inférieure des poteaux. Donc les moments sont grands. Pour rigidifier la fondation, on ajoute maintenant une poutre de rigidité qui va absorber les moments au niveau maintenant de l'encastrement des poteaux, des bas des poteaux. On parle aussi de rigidité si on considère que la fondation, la hauteur de fouille, est inférieure ou égale à 1 mètre 20, 1 mètre 20. Voilà. C'est bon? Maintenant, on va continuer d'abord. Vous m'entendez tous, non?
OK, c'est bon. Maintenant, on va faire un peu afficher les résultats. Dans Rebond, on sait qu'après calcul, avant de faire le ferraillage, on peut générer un résultat. On peut voir les résultats. Toujours dans résultats, je vois ici résultats. Je vois ici résultats et je vais d'abord faire la cartographie des panneaux. La cartographie des panneaux, ici. Détaillé, je peux voir maintenant, je peux essayer de voir les moments. Ça, c'est les moments internes sur le panneau. J'active moment et j'applique pour voir. Et je me mets d'abord, je me mets sur une combinaison. Je peux me mettre à l'ELU. Et là, je vois que, voilà, qu'est-ce que je vois? Je peux aller ici dans extrême, comme la cartographie, et faire activer les moments extrêmes. Et j'applique. Si j'applique, je vois que vous voyez sur les travées, ici c'est la place d'un poteau, ici c'est la place d'un poteau. Je vois que sur les travées, mes moments sont maximales sur les travées. Mais moi, ce que je veux faire afficher encore pour comprendre de plus près, c'est les diagrammes. Et pour faire afficher les diagrammes, donc toujours dans résultat, je vois coupe sur panneau. Il faut que je fasse une coupe sur le panneau qui me montre maintenant les résultats internes. Je vais faire coupe sur panneau. Coupe sur panneau. Ici, je fais coupe sur panneau. Et ici, je vois définition de la coupe. OK. Je viens ici, je me mets sur la case et je vais faire une coupe sur panneau. Une coupe, donc, je vais mettre une coupe par 2 points. Donc, un point de début ici, je clique. Et là, un point de fin, je clique. Donc, j'ai cliqué, j'ai mis la trajectoire de ma coupe. Qu'est-ce que je fais ici? Là, sur couleur, je peux choisir la couleur de ma coupe si je veux. Après, vous allez voir. Ensuite, je vais faire appliquer. Je fais appliquer, je me mets sur une vue comme ça. Je commence à voir maintenant les résultats. Moi, les résultats qui m'importent le plus, c'est les moments extrêmes. Alors, je viens ici sur extrême et je vais activer les moments ici. J'active moment ici, extrême. Les moments extrêmes, je vais appliquer encore. Et voilà, je commence à voir maintenant le comportement, à peu près le comportement que j'ai comme ici. Comme ici, je vois que sur les travées, mes moments sont max. OK? Donc, je vais faire un peu le lissage. Faire le lissage, c'est-à-dire faire, donc, lisser les courbes. C'est ça le lissage. OK? Je vais faire, au lieu de mettre des hachures, je vais faire un coloriage pour mieux voir. Donc, je peux aller ici, dans diagramme, je peux mettre la description et ici, je vais voir remplissage. Pour le moment, les remplissages, ce sont des hachures. Je peux faire uniforme et je peux appliquer. Si j'applique maintenant, je vois à peu près le comportement de ma semaine. Je vois que les moments sont max au niveau des travées. Donc, et mine au niveau des appuis. C'est ça donc que j'ai voulu trouver, que j'ai voulu maintenant partager avec vous. Si on le faisait avec une poutre, ça serait à peu près la même chose, mais sur le sens transversal, on n'allait pas avoir donc la flexion transversale. Je m'explique maintenant sur la flexion transversale. Sinon, je passe d'abord aux efforts tranchants. On a à peu près une réponse comme ça. Ça, c'est quelque chose donc de représentatif. On voit donc une réponse similaire, assez similaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut encore? Surtout sur la coupe, je peux faire afficher les efforts tranchants. Ici, comme effort tranchant, sur détaillé, ici, je peux prendre l'effort tranchant. Donc, je coche l'effort tranchant pour voir et j'applique. Je vais prendre sans lissage. Voilà, j'applique comme ça. Donc, si on devait tracer exactement l'effort tranchant sans lissage, on allait avoir ça. Ici, par exemple, nous voyons que les moments sont max, les efforts tranchants, autant pour moi, sont max au niveau des appuis, moins et plus. Moins et plus, donc, là. Les cadres, les efforts tranchants max ici, cela veut dire que les cadres, les aciers, donc au niveau des appuis, sont beaucoup plus rapprochés. Les cadres. Donc, les cadres.
Donc, sur la poutre de rigidité. Donc, sur cet appui aussi, je vois donc un effort tranchant max comme ça. Ensuite, sur l'autre, je vois ceux qui peuvent calculer, tracer avec la méthode graphique les courbes donc, connaissent. Voilà, donc au niveau des appuis, je vais voir le comportement que je veux sur ma semelle. Sur ma semelle. Donc, si je reviens sur les moments, si je fais un lissage, j'ai à peu près ça. Donc, c'est à peu près ce que j'ai ici. Si donc le lissage, c'est bien évidemment qu'il peut y avoir des courbes, mais c'est assez similaire quand même avec le lissage. Donc, ici, le lissage n'est pas trop parfait, mais il montre quand même l'essentiel, donc les max des efforts tranchants au niveau des appuis gauche, appui moins, appui plus. Donc, si je reviens sur les moments extrêmes là, si je coche moment, je vois les moments qui sont max, ça veut dire tout simplement que le ferrage longitudinal est beaucoup plus important sur ces travers, sur les travers. Donc, si par exemple, quelqu'un vient sur une semelle filante de 12 mètres, 13 mètres, si quelqu'un vient calculer avec ce moment-là et ensuite homogénéiser sur toute la semelle, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas économique. Ce n'est pas économique. C'est pourquoi il faudra calculer le moment ici. Donc, le ferraillage qui sera de façon longitudinale sur cette travers n'est pas le même sur cette travers et ce n'est pas le même sur cette travers. Donc, c'est ce que aussi j'aimerais faire, j'aimerais partager donc pour faire de façon économique le ferraillage des semelles filantes parce que si on a une grande longueur, on risque de perdre. Maintenant, ce qui reste seulement, c'est les coupes sur quoi? De façon transversale pour montrer le comportement sur le sens transversal de la semelle qui est pris en compte maintenant dans ce modèle. Toujours sur coupe, j'étais dans résultat coupe sur panneau. J'étais sur coupe sur panneau et là, coupe, je vais définir ici. Je prends un point là et un point ici. Donc, nom de la coupe, c'est bon. Je vais faire nouvelle cette fois-ci pour que ça me crée une autre coupe avec une autre couleur que je peux changer ici. Ensuite, je vais faire appliquer. Maintenant, si j'applique, je peux me mettre comme ça et je vois un peu le comportement de façon transversale, le comportement de la semelle. OK? Le comportement de la semelle. Donc, j'active le moment. Je vois que voilà, le moment est là. Il y a possibilité de flexion de façon maintenant transversale. J'active donc 2. Je normalise donc. Il y a bel et bien possibilité de faire fléchir la semelle donc dans le sens transversal. Cela veut dire quoi? Après, on va passer un peu vite au ferraillage. Cela veut dire que la semelle est là. Exemple, de façon représentative, la semelle est là. Et bien sûr, la semelle peut se déformer comme ça. Ça, c'est la coupe transversale. La semelle peut se déformer comme ça. Se déformer comme ça. Donc, il y a bel et bien une flexion. C'est ce qui n'est pas pris en compte en mettant donc une poutre. Et directement, on peut voir le ferraillage maintenant. On peut voir très brièvement comment on peut faire le ferraillage. Okay? Le ferraillage directement réel. Donc, j'enregistre toujours. Et ici sur plancher, j'ouvre le plancher et je peux prendre le plancher. Je peux faire dimensionnement et voir. Quelque chose qui est très important. Je vais faire ferrage réel élément BA. Toujours, je n'ai pas encore ajouté la poutre de rigidité. Je vais faire montrer quelque chose. Donc, je vois ici le comportement de ma semelle. Okay. Je vois que sur les parties, sur les travers, je vois beaucoup plus de... Là, c'est des sections théoriques, beaucoup plus d'acier HA. Sur mes travers, je vois beaucoup plus d'acier HA. Alors, je vais essayer
avec la section 40, de faire le ferrage. Donc ici, je vais voir les options de calcul et je vais essayer de caler les options de calcul. Dans les barres, je peux enlever les 6. Ça, c'est les aciers longitudinaux. Je peux aller peut-être jusqu'ici. Je peux prendre les 10, les 12, les 16. Traits soudés, non, on ne va pas calculer avec des traits soudés, mais avec des barres. OK. Je peux faire OK. Je vais voir ici la disposition de ferraillage. Ici, général, je vais prendre barre toujours. Il faudra prendre barre au lieu de traits soudés. Dans les barres, je vais laisser les espacements et les diamètres. On va laisser calculer automatiquement. Les espacements aussi. Donc, pour ce qui est optimal serait des espacements entre 10 et 15 cm. C'est beaucoup plus optimal quand on est en fondation et donc en fissuration préjudiciable, ce qui limiterait donc considérablement le degré de fissuration. Mais on va laisser espacement comme ça. Très soudé, on passe. Tout ça, c'est OK. On va faire OK pour voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On peut calculer directement pour voir quelle réponse ça va nous donner. Voilà. Directement, ce qui est important ici, j'ai calculé, mais ça a refusé. Pourquoi? Déjà, la hauteur n'est pas satisfaisante. Il me dit, les conditions de poinçonnement ne sont pas satisfaites. Il y a le poinçonnement, il y a donc de fortes charges qui arrivent directement sur la semelle. Je n'ai pas encore mis la poutre de rigidité qui va, bien sûr, régler ce problème de poinçonnement. D'abord, c'est ça l'important. C'est pourquoi je n'avais pas encore mis la poutre de rigidité pour voir. Donc, je retourne ici. Le poinçonnement aussi, c'est ça. Donc, le poteau est là. Il y a la charge qui arrive directement sur la semelle. Et donc ça risque de trouer la semelle. Vite fait, c'est ça le poinçonnement. Le poinçonnement est automatiquement vérifié par robot. Et le robot nous dit que le poinçonnement, donc voilà, donc ces conditions ne sont pas satisfaites. Le poteau a trouvé donc la semelle. Voyez donc d'où l'importance de mettre une poutre de rigidité pour aussi éviter ce poinçonnement. OK. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais retourner sur la géométrie. On va essayer de mettre une poutre comme ça. On va essayer de mettre une poutre. Je vais me mettre sur projection et on va tracer une poutre comme ça. On s'est dit que nous avons prédimensionné notre poutre qui aura comme dimension base V0 40 et hauteur 70 cm par exemple. Cette fois-ci, je vais dans poutre et ici dans bibliothèque, dans type de poutre, on va prendre bien sûr ces poutres BA. Les sections, j'entre toujours ici pour créer ma section de poutre. Okay. Comme nom, je vais l'appeler PR, poutre de rigidité. Comme dimension B, la largeur de la poutre, je vais mettre 40 et la hauteur, on va mettre 70 et on va ajouter. Donc, le matériau, c'est du béton, bien sûr. Bon, mettons béton 25 par exemple et on va ajouter, on va fermer. Donc, on va tracer notre poutre comme ça. L'important, c'est toujours, souvenez-vous de vous montrer ce qu'il faut faire. Donc, les résultats qu'on doit obtenir. Donc, j'ai tracé une poutre. Ça me dit cette opération peut modifier la base de données contenant les informations. C'est-à-dire, nous avions déjà calculé, il faut que nous recalculons. Je fais oui. Donc, et je vais recalculer. J'ai recalculé, je fais oui. Donc, je reprends ça et je vais encore aller dimensionner. Et je vais faire dimensionnement réel. Déjà, on voit, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, on voit les résultats ici sur les panneaux ne sont plus pareils. On voit donc qu'il n'y a plus de rouge. La poutre a considérablement diminué les charges, les charges qui sont là, les charges, les grosses charges. Ça, c'est important donc à savoir. C'est aussi, ça fait partie des choses que je voulais vraiment partager. Voilà. Donc, je refais directement mes calculs.
Ok, je refais mes calculs directement. On va essayer de calculer encore pour voir. Déjà, la cartographie nous montre que c'est beaucoup plus allégé. Je vais calculer, je recalcule pour voir. Et automatiquement, j'ai calculé, le calcul est passé. Le calcul est passé. Je n'ai pas eu, avec les 40 cm de la semelle filante, avec aussi la poutre de rigidité 40 x 70, je vois que je n'ai pas eu d'erreur, il n'y a plus de poinçonnement. La poutre de rigidité donc a absorbé ces charges, les moments aussi qui sont à l'encastrement au niveau de bas des poteaux, et donc j'ai bel et bien une bonne semelle. Donc les dimensions sont bonnes. Qu'est-ce que je fais? Je peux aller voir le ferraillage. Ici, je vais voir, je vais ouvrir. Et ici, dans dimensionnement béton armé, j'ouvre ici et je vais voir dalle ferraillage. Dalle ferraillage. Je descends un peu cet onglet. Je viens ici et je vois maintenant un peu à l'envers ma semelle. Mais maintenant, ma semelle est là. Ma semelle, je vois que c'est ferraillé. Il y a une zone où les aciers sont beaucoup moins espacés. Je vois ma semelle. Je vois aussi cette zone est beaucoup moins dense en acier. Donc, tout simplement, le robot a calculé selon maintenant les charges et séparément selon les moments internes qu'il a calculé. Donc, il ne fallait pas, si on calcule à la main, il ne faut pas prendre le moment max et calculer avec. Sinon, on risque d'avoir ça, cette densité-là, on risque d'avoir tout ça donc sur toute la semelle. Sur toute la semelle. Donc, ça, c'est le ferraillage de la semelle. Ce n'est pas encore le ferraillage de la poutre de rigidité. Ce n'est pas la même chose. Okay. Ça, c'est le ferraillage de la semelle. Il nous faut ensuite le ferraillage de la poutre de rigidité. De la poutre de rigidité. Ouais, donc, c'est une poutre. C'est une poutre. C'est une poutre. Donc, son ferraillage, c'est où? Son ferraillage, c'est tout ça. C'est ici. Donc, c'est la poutre de rigidité. C'est depuis aussi le début de la semelle jusqu'ici. C'est ça la poutre de rigidité. Et aussi, elle est posée, on va supposer, elle est posée sur le sol. Ce qu'il nous reste à faire seulement, donc, c'est de voir le ferraillage de cette poutre de rigidité. OK? Le ferraillage de la semelle est passé. Si nous passons au plan d'exécution, bon, l'échelle est un peu exagérée, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas le but. On verra qu'il a mis partout des HA de 12, des HA de 12. Mais quand même, le ferraillage est passé. Donc, avec des espacements ici de 20 cm de façon longitudinale ou transversale. Longitudinale ou transversale. Je retourne dans modélisation et dans géométrie. Nous savons maintenant que notre semelle est bonne. Notre semelle est bonne maintenant. Qu'est-ce qu'il nous manque? Calculer maintenant le ferraillage de cette poutre de rigidité. Alors, la poutre de rigidité aussi, elle est incluse dans la semelle, elle est incluse dans la semelle, elle est incluse dans la semelle et alors elle est posée sur le sol, supposé. Alors, dans le robot structural, il y a une façon de calculer les poutres qui sont posées sur le sol. D'abord, il faudra que l'on prenne en compte, le coefficient d'élasticité, bien sûr. Et ça, ce n'est pas difficile. Si je sélectionne donc ça, comment faire ça dans le robot, c'est dans structure, et dans structure, je vais voir, dans structure, ici, je vais voir caractéristiques additionnelles et je vais voir sol élastique pour les barres. Donc, c'est une barre, donc sol élastique pour les barres. Et si vous vous souvenez, quand on paramétrait notre dalle, on avait mis KZ. C'est la même chose ici. Donc, ici, dans sol, il y a un sol qui existe ici. Je peux double-cliquer et je vais voir le coefficient d'élasticité du sol, KZ. Okay? Donc, on avait calculé KZ 18 000. Okay? On reprend ici 18 000 KZ. Donc, suivant, donc, c'est l'élasticité suivant Z, et on ajoute seulement. Ensuite, on l'applique. On a déjà sélectionné notre poutre de rigidité qui est nommé 2 ici.
qui est son identifiant. Dès qu'on sélectionne ça, on voit ce qu'on a sélectionné, on voit son numéro ici. Si on avait sélectionné plusieurs barres, on allait voir le numéro ici. Ensuite, on applique le sol sur cette barre. On fait 8, toujours, et on recalcule le bâtiment. Je dis toujours le bâtiment, on recalcule l'ensemble. C'est comme ça qu'il faut faire pour les poutres, donc qui sont sur sol, les barres sur sol. Ensuite, dès que je fais ça, je sélectionne la poutre et je vais dimensionner ça, toujours. Donc, je sélectionne et je vais faire ferrage réel, élément BA. Donc, je crois que l'essentiel a été dit sur le comportement des semelles filantes. Ce que je voulais vraiment apporter, c'est comment faire afficher les mêmes résultats. Parce que si on fait le calcul manuel, on obtient à peu près donc les mêmes diagrammes et ce qui est exact. Donc, on évite de calculer les semelles après par des poutres seulement. Donc, je viens donc de chercher, de trouver cette solution et de la partager. Lundi prochain, il y aura, Inch'Allah, sur c'est qui, Malik? La vidéo sera transmise sur YouTube. Bon, je n'ai pas terminé. On va faire ici le ferrage. Pour ceux qui connaissent encore le robot et qui aiment, on continue. OK? J'ouvre étage. Donc là, on voit même que le nom automatiquement, c'est pour sur sol élastique maintenant. Ça reconnaît. Et pour sur sol élastique, on va paramétrer. Paramètre de l'étage. On va prendre les fissurations. C'est au minimum, c'est minimum préjudiciable. On est dans le sol. Et on va faire OK. Options de calcul. Les options de calcul. OK. On va déterminer les enrobages. L'enrobage inférieur, on peut prendre 5 cm ou plus. C'est posé sur le sol. Et les enrobages latéraux, donc 3 cm. On peut fixer. Le béton 25 ou 20 selon donc votre SC28 que vous supposez avoir. Les aciers longitudinaux, on peut prendre B500B, désactiver tout ça et commencer depuis les 12 jusqu'au 16. Ensuite, peut-être certains qui veulent aller jusqu'à 20. Acier transversal, B500B, on enlève tout, on va prendre les 6 et les 8. Voilà, acier additionnel, B500B, on enlève tout, on peut choisir jusqu'à 14. On enregistre, je vais mettre MT, Monsieur Touré. OK. OK. Les dispositions de ferraillage. OK. On peut dire oui, reprise de bétonnage. Sinon, pour les fondations, on pourrait vraiment couler tout. Donc, on va pas... On va faire non. Supposer qu'on a déjà posé tout le ferraillage de l'ensemble, semelle filante et autres, et poutres de rigidité. On a tout posé, on a tout coffré, on va couler tout. Donc, ferrage longitudinal, minimum 12, c'est bon. Minimum 12. Tout ça, on peut ne pas y toucher. Là, je passe rapidement parce que ce n'était pas l'objet. Voilà. Tout ça, c'est bon. J'enregistre, je mets MT. OK. Je vais essayer de calculer. J'enregistre d'abord. OK, je vais faire calculer. Je fais calculer. Ça peut me donner des erreurs. Pourquoi? Ça me donne des erreurs. Pourquoi? Parce que si je vois ici, je n'ai aucun appui. La poutre de rigidité même est l'appui. Ce n'est pas grave. Donc ça attend à ce que je mette des appuis parce que c'est une poutre. Ça va supposer que la poutre doit être sur des appuis. C'est plus logique. C'est plus logique quand même. Mais là, sauf que cette fois-ci, l'appui de cette poutre de rigidité, c'est le sol. C'est le sol. Donc, c'est aussi cette poutre même qui est l'appui des poteaux. Ce n'est pas grave. Donc, je vais ici, dans les choses géotechniques aussi, sol. Je peux prendre, si je veux, donc la nature du sol avec les caractéristiques de ce sol-là. Si les données géotechniques donc m'ont donné ce sol. Je vois que Qmax, c'est 150 qu'on avait pris. Voilà. Donc, la nature du sol, je peux mettre, si c'est plusieurs couches, je peux ajouter les couches. OK. Et dans options géotechniques aussi, je peux clarifier encore. Bon,
tout ça, on va donc selon le DTU, ici les options géotechniques sur les préférences, j'avais pris DTU 13, 12. On peut prendre d'autres modes de calcul. Dans généraux, donc, on laisse vérifier le glissement, le renversement et tout automatiquement. Si on veut, on peut mettre pression de contrainte, mais puisqu'on avait déjà mis la contrainte, qu'on avait déjà mis le coefficient élastique sur le sol, donc on n'en a plus besoin. Et ici, automatiquement, il sait que QU c'est 150 qu'on avait pris. Automatiquement, il connaît. On va faire OK. Donc, si on calcule, ces messages, donc c'est à propos des appuis qu'il demande. Les appuis qu'il demande. Et je vais faire poutre élastique ici, ferraillage. Je vois le ferrage maintenant de ma poutre élastique. Qu'est-ce que je disais? Regardez, au niveau des appuis, voyez, les cadres sont beaucoup plus rapprochés. Les cadres sont beaucoup plus rapprochés. Il y a donc l'effort tranchant qui est max. Les efforts tranchants, donc, qui sont max au niveau des appuis, au niveau là où se posent les poteaux. Voilà, les poteaux. Donc, c'est ce que je disais. Et voilà. Donc, si je me mets là, je vois, voici à peu près à quoi ressemble mon ferraillage. Après, pour ceux qui savent et que, comment dirais-je, optimiser, on peut aussi optimiser le ferraillage. Et je pense que comme ça suffit largement. Et sur les plans d'exécution, l'échelle est grande. Je peux toujours diminuer en mettant un 125e, bien un centième ou plus, un 60. J'augmente un peu, un 70, voilà. Et là, j'ai ma poutre 40 fois 70 qui est OK, avec section qui est OK. Avec des HA de 12, vous voyez. Les codes donc de forme, les codes des armatures sont là. Les 3, c'est les HA de 16 là. Les chapeaux et autres. Au niveau des appuis, on a les cadres qui sont beaucoup plus rapprochés, comme des HA. Donc, on a tous des HA de 16 et des HA de 12. Donc, résumé sur le tableau avec les aciers B500B, les codes des armatures, leur longueur et autres. Et toujours ici en bas, on va voir donc le poids total des aciers, les enrobages, donc tout ce qui est récapitulatif, la densité d'armature dans la poutre de rigidité. Donc voilà tout ce que voilà en tout ce que j'ai voulu partager avec vous, espérant que surtout s'il y a certains qui ne maîtrisent pas le robot structural aussi, il y a des formations qui peuvent se faire chez nous, dans ma salle, le week-end. Et pour ceux qui avaient l'habitude d'utiliser le robot structural, voici un bonus pour vous. Donc, de Noël, un cadeau de Noël. Et donc, la discussion est ouverte. Si vous voulez, vous pouvez activer vos micros sans limite là. C'est bon, tout le monde? Alors, réaction, OK.